Metin Arditi, bonjour. Bonjour. Vous signez un nouveau roman, Rachel et les siens, l'importance des origines, le monde juif, le monde arabe, très vieille histoire, mais on le voit dans l'actualité des derniers mois, combien les origines comptent. Comment le thème s'est-il imposé à vous? Ça, c'est une vieille histoire. C'est un livre que j'ai commencé il y a 10 ans et que j'ai abandonné 2 fois parce qu'il m'était trop douloureux à écrire. C'est le seul livre que j'ai commencé et abandonné. Tous les autres, je dois être à peu près à une vingtaine, je les commence et je les termine. On voit bien combien ça peut vous toucher personnellement, Suisse d'expression française, origine turque, juif, mais proche de position palestinienne. Voilà, tout ça, c'est vous? C'est moi, oui, proche de position pro-israélienne et pro-palestinienne. Si je prends des positions que l'on peut qualifier, que peut-être certaines personnes qui ont une orientation très à droite peuvent qualifier de pro-palestiniennes, elles sont aussi motivées du fait que je suis très attaché à Israël. Quand vous décrivez le monde de 1917, il y a beaucoup d'éléments d'histoire qui paraissent un peu loin et qui sont compliqués à rappeler, mais enfin, en gros, une coexistence entre ces communautés qui étaient souvent relativement heureuses, on se dit, c'est loin. Mais c'est fini. C'est fini. Alors évidemment, moi j'ai connu cette coexistence quand j'étais enfant à Istanbul, jusque dans les années 50. Mais c'était quand même très différent. Il y avait différentes communautés, elles vivaient en paix, mais elles étaient quand même marquées. Elles avaient leurs frontières, la communauté juive, les étrangers, etc. Alors qu'en Palestine, jusqu'au moment du mandat britannique, il y avait des chrétiens arabes, il y avait des arabes musulmans et il y avait des arabes juifs. Et les juifs de Palestine parlaient arabe à la maison, mangeaient arabe, s'habillaient arabe, avaient des mœurs qui étaient très proches de leurs voisins et, comme du reste dans mon livre, ils étaient voisins, ils vivaient en paix, proches les uns des autres. Est-ce qu'il y a une nostalgie? On le voit dans les images d'archives, certains les font circuler à ce titre-là en disant « Regardez, le Liban avant, finalement, les choses allaient mieux, les gens s'entendaient mieux, mais aussi l'Égypte, Maghreb, la Turquie. » Est-ce que vous leur ressentez cette nostalgie? Bien entendu, il y avait des équilibres historiques, si vous voulez. C'est-à-dire que dans cette partie de l'Orient, tous les peuples avaient subi et ont subi l'exil. Et lorsque vous avez l'exil dans les gènes, cela vous met dans une toute autre position par rapport à l'étranger. Ces peuples-là n'étaient pas au sens occidental des peuples de culture, raison pour laquelle, du reste, lorsqu'on lit, et ça fait dresser les cheveux sur la tête, les textes de la conférence de San Remo en 1920, où les puissances occidentales proposent à ces peuples qui n'ont pas encore atteint leur majorité, c'est dans le texte, et qui étaient les peuples berceaux de nos civilisations, d'être accompagnés par les puissances occidentales qui, par leur expérience, etc., acceptaient, voulaient bien prendre en charge. Ces peuples n'étaient pas au sens occidental des peuples de culture, mais c'était des peuples de civilisation. Et je crois que la civilisation commence avec la manière de laquelle on accueille l'étranger. Ce qui fait qu'effectivement, il y avait un art de la cohabitation entre communautés, et cet art a explosé. Quand vous regardez le monde d'aujourd'hui, les derniers mois, les revendications identitaires si fortes dans le monde entier, des Américains qui se veulent souvent très américains, des Russes, des Chinois très chinois, et dans la région dont vous parlez, évidemment, ça encore davantage, il y a quelque chose de désespérant. Il y a quelque chose de délirant, surtout, qui est évidemment... on souffle sur les braises avec les réseaux sociaux. Et puis aussi, mais ça ne date pas d'hier, c'est une tendance, pardon de le dire, mais enfin depuis la fin du Moyen-Âge, c'est la tendance du jeu, n'est-ce pas? C'est la tendance de l'individu qui est au centre de tout. Oui, c'est délirant. On veut déboulonner
et on supprime les têtes de mort, M-A-U-R-E. Je me demandais du reste, quand j'ai appris la nouvelle que la Migros supprimait un de ses meilleurs produits, s'il ne fallait pas changer un mot dans le langage grec contemporain. Parce qu'en grec, mavro, ça veut dire noir. Et alors, mais ça vient de mort. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On déboulonne la langue. Oui. Est-ce que vous avez en même temps une compréhension pour cette hyper-susceptibilité? Il y a eu un choc de génération, visiblement. Hein. Il y a une ou deux générations, les gens disaient, voilà, on va se mêler le plus possible, essayer de mettre un peu de côté l'origine. Là, au contraire, on a des antiracistes qui disent, je suis d'origine africaine, je suis d'origine juive, je suis, etc. C'est très important. Oui. Voilà. Non, je n'ai aucune compréhension pour ces gens-là, absolument aucune. Je m'en remets au mot, je crois que c'est dans Paul, dans la Bible, qui dit, il n'y a pas de Grecs, de Juifs, de chrétiens, il y a les hommes. Donc ce qu'on appelle le cosmopolitisme, avec tous les connotations, ça a été souvent négatif, souvent positif aussi, vous le revendiquez absolument, n'est-ce pas? Oui, je revendique la démarche qui consiste à ajouter à sa culture et à sa civilisation d'autres civilisations. Mais je me tiens à carreau de ceux qui souhaitent mettre le tout dans un mixeur. Parce qu'à ce moment-là, il ne reste plus rien. Voilà, c'est de la bouillie. Ça veut dire, pardon, que vous, par exemple, vous vous sentez à la fois suisse, d'origine turque, juif, dans quel ordre vous mettez toutes ces... Dans aucun, je me sens un homme. Ouais. Et j'essaye d'être aussi, comment dirais-je, objectif que possible dans mon rapport à tout être humain. Chaque être humain est de qualité égale et mérite le respect et je dirais même l'affection. Je ne veux pas mettre un passeport au-dessus de l'autre. En revanche, évidemment, j'habite la Suisse, j'ai un devoir de loyauté et de fidélité à la Suisse que j'essaye d'assumer du mieux que je peux. Mais quand je me trouve dans un autre pays, que ce soit aux États-Unis ou en Italie, j'essaye aussi de me comporter de façon qui soit cohérente avec les mœurs locales. On parlait des origines, c'est une toile de fond de votre roman, mais enfin c'est d'abord un être de chair qui est cette Rachel, oui, dont vous parlez avec beaucoup de tendresse. Hein. Il y a ce fameux mot « Madame Bovary, c'est moi ». Oui. Vous êtes Rachel? Je crois que oui. Je crois que oui. Je n'ai pas tous ces talents. Je crois qu'il n'y a pas, dans tout ce que je dis sur elle, je crois qu'il n'y a pas un seul mot qui ne soit pas juste. Je ne veux pas dire que tout ce que j'ai écrit est parfait, loin de là. Mais tout est pensé, tout est sincère, tout est cohérent. Ça, c'est le bonheur d'un écrivain de pouvoir être ce qu'on n'est pas, une femme pour un homme, etc. Être une femme, ça a été compliqué? Pas du tout. Non. Pas du tout. C'est venu comment? Je veux dire, ça se fait naturellement. Si vous aimez un personnage, le plus difficile, ce n'est pas d'être une femme. Le plus difficile, c'est de garder une distance par rapport à ce personnage, que ce soit une femme, un homme, un enfant, un vieillard. Ça, c'est difficile parce que, effectivement, sinon, il n'y a aucun intérêt dans le texte. Tout personnage est trouble. Et Rachel, évidemment, a ses failles. Et ça nécessite une distance qui est évidemment la grande difficulté dans l'écriture, c'est-à-dire de pénétrer un personnage aussi profond que possible et en même temps se tenir à carreau de ce personnage. C'est une femme sensuelle, une sensualité qu'elle découvre petit à petit, y compris le désir entre les femmes, entre femme et une autre femme. Ça va compter un petit peu dans le roman? Oui, disons que ça, ce n'est pas la partie autobiographique, oui. N'est-ce pas? J'ai compris. Un désir, je ne sais pas, c'est une grande tendresse avec sa sœur, qui est en fait sa sœur adoptive. Mais enfin, ça ne va pas loin qu'une très grande tendresse. Moi, j'admire les femmes qui arrivent à exprimer une tendresse et une sensualité à une autre femme tout en restant elle-même. Et Rachel se trouve dans cette situation tout simplement parce que finalement, avec Ida,
sa sœur adoptive, elles ne font qu'un, alors qu'elles sont très différentes fondamentalement et par leur origine. Racontez-nous en quoi cette femme, une femme, un être de chair, est à la fois l'histoire. Hein. C'est-à-dire Rachel se trouve prise en étau. Elle grandit à Jaffa, elle habite dans une maison faite de 2 logements. Ces 2 logements ont une seule cuisine. Leurs voisins, ce sont les califats des Palestiniens catholiques. Ils ont un fils qui est Mounir, qui a 3 ans de plus que Rachel, c'est son frère de lait. Donc Rachel est juive, elle est palestinienne d'origine, elle se retrouve en grande harmonie avec une famille palestinienne qui, le hasard l'a voulu ainsi, est de religion catholique. Et puis, il y a les aliyas, c'est-à-dire les réfugiés juifs, ashkénazes, qui viennent de pays où on les persécute de la pire manière, où on les dépouille, où on les tue, et qui se réfugient à partir des années 1880 à peu près et fondent des colonies en Palestine, au même titre que des Allemands, des Suédois, les Templiers étaient parmi les premiers. Et est-ce que ça vous a rendu plus compréhensif d'étudier, on sent que vous l'avez étudié très à fond, hein, cette histoire-là, plus compréhensif des idées des autres? Plus compréhensif pour tout le monde, je dois dire, oui. C'est-à-dire que les excès que l'on voit aujourd'hui du gouvernement israélien, j'arrive à comprendre leurs racines. Ce livre était très, très douloureux à écrire et si vous avez remarqué, il y a un moment donné dans le livre une intervention de Mounir, alors qu'il a déjà 22 ans, à la table de la salle à manger, où il dit lui-même à quel point il admire les Juifs qui sont venus en Palestine, pour ce qu'ils ont fait. Évidemment, ça lui pose un problème immense. Et du reste, il aide les associations nationalistes palestiniennes. Il y participe. Et ce sera du reste un des éléments du drame de Rachel. À un moment donné, il y a le premier mari de Rachel, qui est un intellectuel juif allemand, proche de l'université hébraïque de Jérusalem, qui dit à leur fille qui a 7 ans, et qui l'interroge, il lui dit « Tu vois, le problème ici, c'est que tout le monde a raison. » C'est aussi un portrait de l'Orient, oui, en général, avec des scènes très orientales. Alors, la petite Rachel qui aime écouter les contes, elle écoute les clientes de son père, voilà, elle adore ça. Hein. Alors ça, c'est l'art du conteur. Voilà. L'Orient, c'est votre monde, c'est votre monde d'origine. Oui. Ouais. Absolument, oui, oui. Et on ne peut pas l'oublier. Ouais. Qu'est-ce qui est inoubliable en Orient? Le mystère. Le mystère et ce mélange, et aussi le fait, vous voyez, que tous ces peuples on retrouve un peu de ça dans d'autres régions, vers l'Arménie, vers les Balkans. Lorsque vous avez des peuples qui ont tous subi l'exil, ils gardent en eux une compréhension. C'est pour ça que lorsque, par exemple, on parle de l'antisémitisme en Orient, aujourd'hui, il prend une tournure qui est nouvelle, qui n'est pas belle. Mais pendant longtemps, l'antisémitisme en Orient était un antisémitisme, je dirais, horizontal. Juifs et arabes, il arrivait qu'ils s'insultent, mais enfin, c'était d'égal à égal, en quelque sorte. Ils pouvaient ensuite aller prendre un café ou un narguilé. C'est pas la même chose que l'antisémitisme occidental. C'est différent. Où là, il y a véritablement une verticalité. On vous sent indulgent pour ce monde-là, parce que vous dites bien, il y avait de l'antisémitisme, il y avait des haines, il y avait toutes sortes de problèmes, mais il faut le supporter jusqu'à un certain niveau, c'est un peu ça? Je ne suis pas indulgent, je suis amoureux de ce monde, Darius. De tout ce monde. Et en cela, je suis comme Rachel, parce que c'est ça son problème. On voit à quel point ça a changé. L'image de l'Orient aujourd'hui, c'est souvent les djihadistes, ce sont les guerres qui ont mal tourné, les guerres avec les effets dominos, la guerre d'Irak, avec toutes les conséquences. Voilà.
La Libye aujourd'hui. La Libye aujourd'hui. L'immigration, la Syrie, les flux migratoires, enfin tout ça, l'image de l'Orient, on voit à quel point elle s'est abîmée. Ça vous attriste? Ça m'attriste infiniment. Et je dois le dire sans embâche, j'y vois toujours la main de l'Occident. Et l'Occident n'a jamais compris l'Orient. Jamais. C'était le cas il y a 100 ans et c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors, pardon, ça, beaucoup vous répondront, est-ce que c'est pas un peu bien pensant d'attribuer tous les maux à l'Occident, alors que voilà, il y a tous ces germes en Orient, notamment. Les germes, ils étaient dans les mains occidentales. Encore une fois, l'Occident avait la puissance, avait la culture, il n'avait pas la civilisation. Et lorsque vous pensez qu'en 1916, on était encore à 2 ans de la chute de l'Empire ottoman. En 1916, l'Occident a confié à 2 diplomates, Picot pour la France et Sykes, qui étaient des diplomates de 3e rang. L'Occident leur a confié la carte de l'Orient. Il y avait beaucoup de mépris. Et ils leur ont dit, faites le partage, de la même manière qu'on partage une bête qu'on vient de tuer. Avec le risque, est-ce qu'il y en a un d'une forme de nostalgie un peu réactionnaire? Les pieds noirs ont beaucoup dit c'était bien avant. Et il y a une part de vrai d'après vous? C'était mieux avant? Écoutez, certainement que la manière dont les gens cohabitaient était de loin préférable et beaucoup plus pacifique. Est-ce que vous allez jusqu'à penser, beaucoup le défendent, même que certains régimes autoritaires fonctionnaient un peu, que par exemple les interventions américaines ou européennes ont été des erreurs de vouloir changer les choses? Ben, on le voit. On voit prenons l'exemple de la Libye aujourd'hui, on voit le désastre des interventions françaises et la possibilité que ces interventions ont donné à M. Erdogan de marquer son territoire, bien entendu. Metin Arditi, dans votre vie d'écrivain, ça fait combien de livres? Je crois une 20aine. Ouais. Vous commencez à être vraiment un écrivain très prolifique. Cette étape-là, elle signifie quoi? Chaque livre, c'est une étape. À chaque livre, je me dis, maintenant c'est bien, maintenant, bon, j'ai dit ça, c'est bien. Et puis ensuite, je commence le suivant et je me dis, non, je suis de nouveau au pied de la montagne. Et c'est chaque fois le même sentiment, qu'il faut tout recommencer. Vous relisez vous-même, je veux dire, les anciens romans? Oh, j'évite. Ouais. J'évite. C'est pas un exercice agréable. Est-ce qu'on progresse? Est-ce qu'on se change? C'est une question qu'on peut poser. Je me rappelle, Federer, à votre place, était là et il disait oui, on peut changer. Et il y a d'autres gens, artistes, sportifs et autres, qui disent non, la marque de fabrique, au fond, elle ne change pas. Qu'est-ce que vous dites, vous? Moi, je dis qu'il y a 2 choses qui évoluent. Je pourrais presque faire un graphique. Il y a évidemment un certain savoir-faire d'écriture, un savoir-faire artisanal, un savoir-écrire qui, heureusement, au fil des ans, il y a 25 ans que j'écris quasi à plein temps, s'améliore. C'est une courbe qui monte gentiment, rien de plus. Et puis il y a une autre courbe qui décrit la capacité à lire un texte et à déceler ses faiblesses. Malheureusement, cette courbe croît beaucoup plus vite que la précédente. C'est-à-dire qu'à chaque livre, le gap est plus grand. Et à chaque livre, mon sentiment de non-réussite s'accroît. C'est épouvantable. Metin Arditi, vous parliez de la Suisse tout à l'heure. Si on revient à la Suisse, ce monde où il y a une coexistence, alors c'est pas Jaffa 1917, mais il y a une forme de coexistence historique. Il y a une correspondance étonnante entre ces mondes-là. Absolument. Vous avez 1000 fois raison. La Suisse, c'est un petit miracle qui reproduit, au fond, ce qu'on aurait aimé continuer de voir au Proche-Orient. Il y a une coexistence, et cette coexistence, elle est fondée sur le fédéralisme et sur cette capacité qu'a la Suisse, qu'ont les Suisses, de, en quelque sorte, laisser vivre les gens, ne pas imposer. N'est-ce pas? Il y a toutes sortes de petits exemples. À Genève, on parle du maire
À côté, dans le canton de Vaud, on dit le syndic. Plus loin, c'est le président de commune au Valais. Voilà, c'est le canton du Valais, l'État de Vaud et la République et canton de Genève. Il y a cette... comme dans les constructions, vous savez, il y a des joints de dilatation en Suisse qui sont d'une grande intelligence. Vraiment, la Suisse est un pays dont l'intelligence est, je dirais, à mes yeux, parmi les plus grandes. Parce que précisément, et puis il y a encore un autre exemple en Suisse qui est extraordinaire, que malheureusement les Français n'arrivent pas à saisir. C'est la question des référendums. Et ils pensent que le référendum, c'est oui, non, fini, terminé, le peuple. C'est pas du tout ça. L'intérêt du référendum, c'est ce qui précède le référendum, c'est-à-dire cette période au cours de laquelle chacun s'exprime et chacun est écouté. Et au moment où on arrive à une décision, les gens sont apaisés. Est-ce que ne pas trop s'aimer, c'est un bon secret de fabrication? Parce que vous le disiez tout à l'heure, hein, dans le monde que vous décrivez, il y a des haines, des antipathies, il y a de l'antisémitisme en l'occurrence, mais aussi dans l'autre sens, contre les Arabes. Tout ça existe, mais ça reste à bas niveau. Alors, ce n'est pas le rêve d'un monde idéal, hein, mais enfin, c'est un rêve, disons, très pragmatique, etc. C'est ça? Vous connaissez la phrase de Saint-Augustin qui dit « Aime et fais ce qui te plaît ». Et cette phrase est très souvent rétro-traduite en latin en « amat et quod vis fac ». Cette rétro-traduction est fausse. Le texte d'origine de Saint-Augustin, c'est « diligere et quod vis fac », c'est-à-dire « aime avec distance ». Il faut aimer avec distance, c'est une bonne leçon. Je crois. Une des leçons de votre livre, Rachel et les siens, chez Grasset. Merci beaucoup, Mehdi Narditi. Merci à vous.